Bonsoir à tous, je suis le conteur et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires effrayantes trouvées sur Facebook. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez un commentaire. Quand vous êtes prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Il y a quelques semaines, j'ai dû faire un voyage de dernière minute dans un petit village que je n'avais jamais visité auparavant pour une recherche universitaire. Et le pire, c'est que j'ai dû chercher un endroit où loger pendant les 30 prochains jours à la dernière minute, seul, sans compagnie, et dans toute cette précipitation. Je me suis mis à chercher sur Facebook Marketplace un appartement ou une chambre à louer. J'en ai trouvé quelques-uns et j'ai réussi à fixer des rendez-vous pour les visiter dans les jours suivants, mais c'est justement pendant cette recherche qu'est apparue une offre que je ne pouvais pas laisser passer, même si, en réalité, je ne me sentais pas très confiant. La première rencontre devait se faire avec un type dans une zone assez éloignée du centre du village, dans un quartier qui semblait abandonné. Il faisait nuit, et on m'avait dit que le propriétaire voulait que je l'appelle 1 heure aller. Avance pour confirmer que j'étais en route. C'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai appelé, il n'a pas répondu, alors j'ai décidé de commencer à marcher vers l'adresse, dans l'espoir d'arriver en moins d'1 heure. Quelques minutes plus tard, l'homme m'a rappelé pour me demander si je venais toujours, et je lui ai répondu que oui, qu'en fait j'étais déjà presque à la porte. Mais de l'autre côté du fil, sa voix a complètement changé, et au lieu de dire quelque chose de calme, il m'a lancé une insulte, me reprochant de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. C'est là que je me suis rendu compte que tout cela était étrange. Mon téléphone était un de ces anciens modèles de Tiny Seat sur Sedestetinden, qui ne change pas automatiquement d'heure, et je ne m'étais pas rendu compte que j'étais arrivé presque 1 heure en avance. Quand je lui ai expliqué au téléphone, j'ai remarqué qu'il était énervé. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'était sa réaction. C'était comme s'il allait exploser pour une broutille. Je lui ai dit que je pouvais attendre dehors, assis dans la voiture ou à un coin de rue, mais en réalité, je ressentais un mauvais pressentiment, et des signaux d'alerte ont commencé à résonner dans ma tête. Malgré cela, je ne voulais pas compliquer davantage les choses. J'ai supposé que c'était juste un type grincheux, et j'ai décidé d'aller manger quelque chose dans un café proche pour passer le temps. J'ai calculé qu'environ 1 heure s'était écoulée. Puis je me suis dirigé vers la maison. Quelques minutes plus tard, j'y étais enfin, juste en face de la propriété. Cependant, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était une vieille structure, avec des murs à moitié décolorés et des fenêtres qui semblaient ne pas avoir été nettoyées depuis des années. Le propriétaire, un homme d'un aspect aussi négligé que la maison elle-même, semblait avoir une 50aine d'années et était franchement désagréable. Non seulement dans sa manière d'être, mais aussi dans son apparence. Il était vraiment repoussant, sale, avec des vêtements déchirés et une odeur de sueur qui me donnait envie de fuir. Je ne me sentais pas du tout à l'aise, et honnêtement, tout ce que mon corps me criait à ce moment-là, c'était de faire demi-tour, revenir sur mes pas et oublier toute cette histoire. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup d'options à ce moment-là, alors je suis resté là avec l'espoir que tout soit normal. Mais bien sûr, ça ne l'était pas. Si ça l'avait été, je ne serais pas ici à vous raconter cela, n'est-ce pas? Pendant que le type m'expliquait les détails de la maison, quelque chose attira mon attention. Un jeune homme sortit soudainement par la porte arrière. Il était mince, avec un visage fermé et un comportement nerveux, comme s'il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Je ne lui ai jeté qu'un regard rapide, et en quelques secondes, il courut vers sa voiture et disparut dans la rue à toute vitesse. Cette vision m'a laissé inquiet, le cœur battant à toute allure. C'était étrange, très étrange. J'ai demandé à l'homme qui était ce garçon, et il m'a dit que c'était quelqu'un d'autre à qui il avait montré la propriété le matin même. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas du tout convaincu. Soudain, il a commencé à me poser des questions qui n'avaient rien à voir et qui m'ont complètement déconcerté. Ce n'étaient pas des questions sur l'appartement, ni sur les conditions du lieu. Non, ces questions étaient très personnelles, presque intrusives. Quel âge j'avais?
Pourquoi j'étudiais ce que je faisais dans cette ville, et tout cela avec une intensité qui m'a glacé le sang, tout comme son regard fixé sur moi, comme s'il voulait me transpercer. Je faisais clairement de mon mieux pour répondre de manière vague, sans trop en dire, mais tout cela me mettait déjà les nerfs à vif. À la fin de son étrange interrogatoire, nous sommes entrés dans la maison. Je sais, c'était très stupide. Et dès que j'ai posé le pied à l'intérieur, je suis resté paralysé. Si l'extérieur avait l'air délabré, l'intérieur était encore pire. Elle semblait quasiment abandonnée. Son état était véritablement lamentable. Le sol craquait, il y avait de la poussière partout, et certaines parois étaient couvertes de graffitis et de marques étranges. Pendant que nous explorions les pièces, le type évitait de répondre à toute question concernant l'état des lieux, en disant que ce n'était pas encore prêt à être loué. Tout paraissait très bizarre. Mais le pire est arrivé. Lorsqu'il a mentionné qu'il voulait me montrer quelque chose dans le jardin à l'arrière, l'homme m'a demandé de le suivre et m'a conduit à travers un couloir jusqu'au fond de la maison, loin de la rue. Quand nous sommes arrivés, il a ouvert une petite porte et j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait un escalier qui descendait dans une obscurité totale. En réalité, il n'y avait aucune lumière allumée et l'ambiance était vraiment glaçante. Il a actionné un interrupteur au sommet des marches, mais rien ne s'est allumé, même pas un clignotement. Pourtant, il a commencé à descendre lentement, comme s'il ne s'attendait pas du tout à ce que la lumière s'allume, et m'a fait signe de le suivre. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Je suis simplement resté là, paralysé sur le seuil, la bouche sèche, la tête qui tournait. Puis, quand ma vue s'est un peu adaptée à l'obscurité, j'ai vu qu'en bas, dans l'ombre, se tenait un homme, debout, silencieux. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac, et une sensation de chaleur et de picotement m'a parcouru le corps. Le propriétaire m'a alors regardé avec une expression froide et m'a dit « Tu ne descends pas ?» Mais je n'ai pas répondu. J'étais en état de choc, essayant d'assimiler la situation. À ce moment-là, les alarmes dans ma tête ont explosé et tout mon corps criait « Fuis, maintenant !» J'ai reculé d'un pas, avec l'intention de repartir d'où j'étais venu, c'est-à-dire de traverser la maison en courant jusqu'à la porte d'entrée et rejoindre la route. Mais en me retournant, juste à la porte arrière de la maison, j'ai vu un autre homme, seul, qui m'observait avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer, mais qui, de toute évidence, n'annonçait rien de bon. C'est là que l'adrénaline s'est propagée dans mes veines, et sans réfléchir, j'ai bondi et commencé à courir en direction de la forêt, sans me soucier de savoir s'il me poursuivait ou non. Je ne me suis pas retourné, même pas une fois pour vérifier. Ce n'est qu'après environ 500 mètres que je me suis arrêté et j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière moi, seulement le silence et le bruit de mes pas sur la terre humide. C'est alors que j'ai pris conscience de la proximité avec laquelle j'avais frôlé quelque chose d'horrible. Je n'étais pas encore sorti d'affaire. J'étais au milieu de la forêt. Le soleil commençait à se coucher, et une peur latente m'envahissait, à l'idée que ces types puissent être à ma recherche. La rage et la peur se sont mélangées en moi, mais heureusement, mon téléphone captait encore du signal. J'ai réussi à repérer l'emplacement de l'hôtel où je logeais et à revenir en ligne, droite sans dévier, pour ne pas me perdre. J'y suis arrivé épuisé et tremblant, et j'ai immédiatement commencé à chercher tout, ce que je pouvais sur cette maison sur Google. Il s'avère que cette propriété était abandonnée depuis presque 3 ans. Et bien sûr, il n'y avait plus aucune annonce active de location. Je n'ai pas osé appeler la police cette nuit-là. Je me suis dit qu'il ne pourrait peut-être pas faire grand-chose, ou que d'une certaine manière, il valait mieux ne pas se mêler de cette affaire. Je ne peux qu'imaginer qu'en cette nuit-là, je suis tombé sur un groupe de sans-abri ou de criminels dangereux. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils comptaient réellement faire de moi. Et s'il s'agissait d'un vol ou de quelque chose de bien pire, ce qui est sûr, c'est que toute cette expérience m'a profondément bouleversé et a laissé en moi beaucoup de questions sans réponse. En vérité, je n'arrive toujours pas à oublier cette nuit-là, et j'espère ne plus jamais avoir à revivre quelque chose de semblable. Depuis, j'ai été beaucoup plus prudent avec les annonces sur Facebook.
Il y a plusieurs années, il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange, et je n'arrive toujours pas à expliquer exactement ce que c'était. Tout a commencé un jour banal, quand j'ai ouvert Facebook et, à ma surprise, j'avais une demande d'amitié en attente. C'était une femme que je n'avais jamais vue de ma vie. La raison pour laquelle je l'ai acceptée, c'est parce que nous avions un ami en commun. Mais en réalité, je ne connaissais ce type que de vue, rien de plus. Je n'ai pas pris la peine de regarder son profil ni de chercher à savoir qui elle était. Je me suis simplement dit qu'il n'allait rien se passer d'étrange, alors j'ai accepté. Mais quelques heures après l'avoir ajouté, je reçois un message de sa part. Elle m'écrit un « Salut ». Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai répondu avec un autre « Salut ». Et nous avons commencé à discuter un peu. La conversation n'avait rien de spécial. Nous avons seulement échangé quelques mots pour savoir qui nous étions l'un et l'autre. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que nous avions le même âge et qu'elle vivait dans une ville assez proche de la mienne. Rien de plus. Elle paraissait plutôt sympathique et tranquille. Cette nuit-là, je ne sais pas pourquoi, mon esprit s'est mis à me jouer des tours. Et quelques heures plus tard, incapable de dormir, alors que je regardais par la fenêtre, surtout la rue devant chez moi, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Il y avait une voiture garée juste en face de ma porte, dans la rue, chose que nous ne voyons pas très souvent. Ce qui était étrange, c'est qu'assise sur le siège conducteur, il semblait y avoir une femme. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, il m'a semblé que cette femme était exactement celle qui m'avait envoyé des messages sur Facebook. Je suis resté figé. J'ai détourné le regard pour qu'elle ne me voie pas, et je me suis demandé ce que tout cela pouvait bien vouloir dire. Que faisait cette femme-là? Dans ma rue, devant chez moi? J'ai pensé que c'était peut-être une voisine ou quelque chose du genre, et que j'étais simplement en train d'imaginer des choses à cause de l'insomnie. Mais en réalité, je n'en savais rien. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, et elle était toujours là, dans sa voiture. À ce moment-là, j'ai pensé à lui envoyer un message sur Facebook, mais quelque chose m'en a empêché. La curiosité ou peut-être la peur m'ont arrêté. Ensuite, quand j'ai regardé de nouveau, la voiture n'était plus là. Elle était partie comme si elle n'avait jamais été là. J'étais complètement bouleversé. L'idée que cet inconnu ait été là, devant chez moi, me donnait la chair de poule. Alors j'ai décidé que je ne voulais plus avoir de contact avec cette femme. Au moins pour cette nuit-là. Mais bien sûr, le lendemain, paf, elle m'écrit encore une fois. La conversation de la veille s'était terminée. Quand je lui avais dit que je devais aller cuisiner, et en fait, je ne lui avais même pas répondu ce soir-là. Et maintenant, le lendemain, elle m'écrit un « Tu fais quoi ?» Je n'ai pas répondu. Puis, quelques heures plus tard, elle a redemandé « Tu es là ?» Franchement, ça a commencé à m'agacer, mais je lui ai répondu un peu plus tard. C'était un peu plus tard, après qu'elle m'a demandé à nouveau, que je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a répondu en me demandant comment j'allais, et je lui ai dit que j'allais bien. C'est alors que j'ai eu l'idée de lui demander dans quelle ville elle habitait, et elle a mentionné une ville proche. Mais pas exactement la mienne. Cela excluait donc déjà la possibilité qu'elle soit une voisine, ou quelqu'un de mon entourage. Je ne lui ai pas parlé de ce que j'avais vu la veille au soir. Avec toute cette accumulation de choses étranges, je me suis dit que j'étais peut-être en train d'exagérer. Nous avons continué à parler encore quelques minutes. Mais ensuite, elle m'a proposé qu'on fixe un jour et une heure pour se rencontrer en personne. Je lui ai dit que j'étais occupé, que je ne pouvais pas. À partir de là, elle a commencé à devenir plus insistante, et je ne sais pas si c'était à cause de mon refus, mais elle s'est montrée assez irritée. On sentait bien que ça la dérangeait que je ne veuille pas la voir. Elle m'a même demandé à nouveau si j'étais chez moi la nuit précédente. C'est là que j'ai décidé de confronter la situation une bonne fois pour toutes. Je lui ai dit que je l'avais vue garée dans ma rue, en pleine nuit, mais elle a nié catégoriquement. Et là, je n'ai plus supporté. Je l'ai bloquée sans trop réfléchir, avec un goût amer dans la bouche. Et avec cette impression que quelqu'un savait exactement où je vivais, j'ai senti qu'elle pourrait revenir. Et malheureusement, je ne me trompais pas. Je pensais qu'en la bloquant, je m'en débarrasserais, mais non. Cette même nuit, cette femme a frappé à ma porte.
Je l'ai entendu pendant que j'étais dans la cuisine. Il était environ 20 heures quand j'ai entendu frapper. Je me suis approché de la porte. J'ai regardé dans le Judas et à ma grande surprise, c'était elle. Je n'en revenais pas. J'ai reculé, mais dès qu'elle a frappé à nouveau, je l'ai entendue de l'autre côté dire qu'elle savait que j'étais là derrière la porte. Et elle insistait pour que je la laisse entrer. Mon premier réflexe a été de crier depuis l'intérieur que j'allais appeler la police si elle ne partait pas. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là, frappant de temps à autre, comme si elle n'était pas prête à abandonner. Quand j'ai compris qu'elle ne partirait pas d'elle-même, j'ai demandé de l'aide et j'ai appelé la police. Je suis resté dans le salon près de la porte, le cœur battant à 1000 en l'entendant discuter avec les agents. Au bout de quelques minutes, ils ont réussi à la faire partir et l'ont averti que si elle revenait chez moi, elle serait arrêtée. Mais honnêtement, cela ne m'a pas vraiment rassuré. À partir de cette nuit-là, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je ne l'ai jamais revue, bien que cette sensation qu'elle savait où j'habitais et pouvait revenir à tout moment n'ait jamais complètement disparu. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé, ni pourquoi elle était aussi obsédée par moi. J'ai essayé de trouver une explication. Alors j'ai demandé à cet ami que nous avions en commun, mais il m'a dit qu'il ne savait pas depuis quand il la suivait ni qui elle était vraiment. Tout ce que je sais, c'est que par chance, après cette frayeur, elle a cessé de m'importuner et m'a laissé tranquille. Cependant, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus prudente avec les personnes que j'acceptais comme amies sur Facebook. Je n'ai plus jamais accepté une demande d'amitié sans d'abord examiner attentivement le profil et m'assurer que je connaissais cette personne. Le monde est rempli de gens bizarres et il vaut mieux prévenir que guérir. As-tu déjà entendu le dicton « La curiosité a tué le chat » ? Eh bien, je l'ai appris à mes dépens. Il y a quelques années, j'ai vécu un incident glaçant sur Facebook et je n'arrive toujours pas à l'oublier. Une amie m'a parlé d'un compte sur Facebook qui, selon elle, était rempli de choses mystérieuses et que de nombreuses personnes avaient signalé à cause de comportements étranges. Le compte en question s'appelle Legend of Brian, B. West Bay. Les gens disent que ce n'est pas un compte normal, qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas humain. Au début, je ne croyais pas trop à ces histoires. Mais après tout ce que j'ai vécu, je ne sais plus quoi penser. Mon ami m'a raconté que plusieurs personnes qui avaient ajouté ce compte ou échangé des messages avec lui avaient commencé à recevoir des messages très étranges, des choses que personne ne comprenait et qu'il valait mieux ne pas prendre au sérieux. Le compte lui-même, d'après tous les récits, ne semble pas appartenir à une vraie personne. C'est comme si c'était une entité, quelque chose d'inhumain. Et bien sûr, cela a éveillé ma curiosité. Alors, en rentrant chez moi, j'ai retroussé mes manches, pris mon ordinateur portable et je lui ai envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Ma grande surprise, une demi-heure plus tard, elle était déjà acceptée. Le compte n'avait pas de photo de profil, ni de photo de couverture, ni de publication. Rien, il était complètement vide, comme s'il ne s'agissait que d'un profil fantôme. Une fois qu'il m'a accepté, sans trop réfléchir, je lui ai écrit un simple « Salut, tout va bien ?» Jusqu'à ce moment, je n'avais rien vu d'étrange. Pour moi, c'était juste un autre faux compte, rien de plus. Mais soudain, quelques minutes plus tard, le compte a répondu « Je suis heureux d'être ton ami ». Et c'est là que notre interaction a commencé. J'ai continué à lui écrire, à lui poser des questions, mais au début, il ne disait rien de précis. Il répétait juste la même chose. « Je suis heureux d'être ton ami » et rien d'autre. Il ne répondait à aucune autre question. Ne demandait pas qui j'étais ni ce que je voulais, juste ça. Pris par la frustration, je lui ai lancé une autre question. « On peut parler ?» Et soudain, boum, il m'a envoyé un fichier audio, mais pas un fichier normal. C'était l'un de ceux qui donnent la chair de poule. Un clip avec beaucoup de bruit, de la statique, des chuchotements. Et à la fin, une sorte de voix qui parlait. Mais je n'ai pas pu comprendre ce qu'elle disait. C'est fou, car d'ordinaire, cela ne m'aurait pas semblé si effrayant. Mais il y avait quelque chose dans cet enregistrement audio qui me donnait la chair de poule sans que je sache pourquoi. C'était profondément dérangeant. Je l'ai écouté un moment, puis j'ai su que c'en était assez.
Alors j'ai décidé de fermer le chat. Mais juste au moment où j'allais cliquer sur la croix, le compte a changé sa photo de profil pour une face déformée avec une expression étrange. Une grimace qui semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Je l'ai regardé quelques secondes, figé, avec cette sensation étrange que quelque chose d'anormal se passait. J'ai eu l'impression que ce visage me regardait, même si ce n'était qu'à travers l'écran. J'ai fermé le chat et tenté de me débarrasser de cette impression, mais cette même nuit, lorsque je me suis glissé dans mon lit, elle était encore là, cette sensation étrange. Soudain, quand j'ai éteint la lumière pour dormir, j'ai perçu quelque chose dans ma vision périphérique qui m'a fait tourner la tête, et je l'ai vu, ce même visage déformé du profil, mais cette fois pas sur l'écran. Il était dans ma chambre, dans l'ombre, juste à côté de moi. Ce ne fut qu'un instant. Une sorte d'apparition fugace, mais j'en étais sûr, ce visage était là me regardant. Ce n'était pas le fruit de mon imagination, ni une illusion. Au fond de moi, je sentais que cette entité, ou ce que c'était, se tenait juste là, dans le calme de la nuit, à m'observer. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu encore plus fou. Le jour, dans la rue, à l'école, dans la salle de bain, n'importe où, je commençais à voir ce visage partout, dans chaque recoin sombre. Cela m'a rendu encore plus paranoïaque. Je me sentais complètement vulnérable, terrifié, constamment en alerte. Je ne dormais plus bien, je ne mangeais plus bien, et ma santé mentale s'est vite détériorée. Cette impression d'être prisonnier de cette vision m'a conduit à envisager quelque chose de très stupide. Sauter du balcon pour mettre fin à tout ça. Bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais l'idée a tourné dans ma tête pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que je me force à la rejeter. Je me sentais complètement piégé, comme si cette présence m'avait marqué à jamais. Et tout cela, c'était à cause de ma propre curiosité, de mon envie de savoir ce qu'était ce conte, ce que voulait cette chose, ou qui était ce Brian West. En vérité, je ne sais pas ce qu'est ce conte ni ce qui l'a créé, mais après toute cette folie, mon scepticisme a complètement disparu. Je sais maintenant qu'il existe des forces sombres dans ce monde, totalement hors de notre compréhension et de toute logique raisonnable. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et si par hasard quelqu'un vous montre ce conte ou vous avertit d'un autre similaire, et que vous avez envie d'aller voir, je vous dis juste une chose, faites attention. Ne jouez pas avec l'inconnu, car franchement, certaines choses devraient rester dans l'ombre. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que je ressentais à ce moment-là, mais le poids de la solitude m'écrasait. Et c'est étrange, non? La solitude peut vraiment vous rendre un peu folle, et elle vous pousse à penser à des choses que vous ne devriez pas, à des idées confuses qui vous entraînent dans un endroit très sombre à l'intérieur de votre tête, et cela peut vous faire perdre le contrôle, faire des choses que vous regretterez peut-être ensuite. Moi, à ce moment-là, je sentais déjà que j'étais sur une corde raide au bord de sombrer dans la folie. Je m'appelle Julieta, et à 16 ans, j'avais toujours eu l'impression de ne rentrer dans aucune case. À l'école, je me sentais invisible, presque comme si je n'existais pas. Les professeurs et les camarades semblaient ne jamais me remarquer. C'était comme si je n'avais aucune présence, et rien que cela faisait déjà mal. Mais le pire, c'était chez moi, là où je devais me sentir le plus à l'aise. Pourtant, non. Au contraire, mon frère aîné, qui était un peu la vedette de la famille, réussissait toujours tout et était l'exemple à suivre. Il allait bientôt finir ses études de médecine, et cela suffisait à lui garantir l'admiration totale de nos parents. Ensuite, il y avait mon petit frère, qui n'avait que 3 ans, et qui attirait toujours toute l'attention, avec ses câlins et ses phrases adorables. Et puis, il y avait moi, la sœur du milieu, qui existait simplement. J'essayais de me faire oublier tout le temps, et mon univers se réduisait à ce que je faisais sur mon ordinateur, sur ces réseaux sociaux où je passais des heures. Pour moi, c'était là que je pouvais être quelqu'un d'autre, que je pouvais montrer différentes facettes de moi-même sans que personne ne me juge. C'est curieux comme, parfois, sur ces plateformes, on peut devenir quelqu'un de totalement différent selon la personne avec qui on interagit. Et dans cet échange virtuel, je ressentais une certaine liberté. Je pouvais raconter des choses, parler sans peur, et en vérité, les réseaux étaient devenus mon seul refuge contre le silence qui m'entourait dans la vraie vie. Un jour,
Pendant une de ces longues sessions en ligne, j'ai reçu une demande d'amitié. La fille semblait avoir à peu près mon âge, et sans trop réfléchir, j'ai décidé d'aller jeter un œil à son profil. Elle s'appelait Rosa, et d'après ses photos, elle avait l'air tout à fait normale, avec un style simple et un sourire timide. Son profil n'était pas très développé. Elle ne postait pas grand-chose, mais justement, cela la rendait plus authentique. Pendant plusieurs semaines, nous avons échangé quelques messages brefs, sans vraiment parler en profondeur. Nous n'avons jamais vraiment envisagé de nous rencontrer, mais elle me semblait douce, gentille, et je ne voulais pas la forcer à se dévoiler davantage. Ce que j'ai remarqué cependant, c'est que nous ne parlions pas beaucoup. Et cela me convenait, car parfois, on a juste besoin d'un peu d'espace. Mais un jour, je l'ai vue connectée et, sans trop réfléchir, j'ai lancé la conversation. « Salut, Rosa !» Et ai-je écrit. « Salut. D'où est-ce que tu me connais? Je ne me souviens pas t'avoir déjà parlé. » M'a-t-elle répondu presque immédiatement, ce qui m'a semblé étrange, car elle paraissait aussi un peu timide. « Je lui ai dit qu'on s'était rencontrés via Facebook. » Et elle a répondu que ma photo de profil lui disait quelque chose, qu'elle pensait peut-être m'avoir vu au lycée. Quand je lui ai demandé dans quel lycée elle étudiait, elle m'a dit qu'elle allait à la prépa numéro 4 et qu'elle n'y était pas, très populaire, mais qu'elle avait de bonnes notes. De mon côté, j'ai mentionné que j'étudiais à l'Institut Jeunesse de la Nation, une école privée coûteuse, où j'étais boursière parce que mon frère aîné y avait étudié et que ma famille ne pouvait pas se permettre de payer la scolarité entière. La conversation a été brève, presque comme un simple échange d'informations rapides, et ensuite chacune est retournée à son quotidien. Je ne pensais pas vraiment à elle. En réalité, ce n'était qu'une de ces amitiés virtuelles qui finissent par s'éteindre sans conséquence. Mais, d'une certaine manière, ce lien semblait différent, même si je ne savais pas en quoi. Les jours ont passé, et ma routine a repris son cours. Aller à l'école, faire mes devoirs, aider à la maison. Mais pendant mes temps libres, je restais connecté, naviguant sur les réseaux et regardant ce qu'il y avait de nouveau dans mon fil d'actualité. Jusqu'au jour où j'ai reçu un message qui m'a glacé. Il disait « Désolé d'être parti comme ça. J'ai eu beaucoup de problèmes. À la maison, les choses sont devenues incontrôlables et je préfère ne pas trop en parler pour l'instant. On reparlera un autre jour. Bisous. » Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a plongé dans une espèce d'angoisse. Le message était simple, mais le ton semblait venir d'une personne très triste, qui avait quelque chose à dire, mais qui ne pouvait pas ou ne voulait pas le faire à ce moment-là. J'ai ressenti une sorte de pincement dans la poitrine et, même si je ne la connaissais pas en personne, une forme de solidarité m'a envahi. Je lui ai simplement répondu « Ne t'inquiète pas. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait, mais un jour, tout finit par s'arranger. Courage. » C'était une tentative pour lui offrir un peu de soutien, même si je ne savais pas si mes mots l'atteindraient. Elle n'a pas répondu tout de suite, ni le lendemain, ni pendant toute cette semaine. La vie a continué comme d'habitude, mais quelque chose en moi a commencé à s'agiter. Alors, un jour, poussé par un mélange de curiosité et de soucis sincères, j'ai décidé d'essayer encore une fois, et je lui ai envoyé un message plus direct. « Comment vas-tu ? J'espère que ça va mieux. Si jamais tu veux parler, je suis là pour toi. » Je n'attendais pas grand-chose. Mais je me suis dit que si elle voyait que quelqu'un pouvait l'écouter, cela lui ferait peut-être du bien. Et c'est ce qui s'est passé. Un peu plus tard, j'ai reçu un message dans lequel elle me remerciait d'une manière simple mais sincère. « Merci ami, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui t'écoute. J'aimerais que ce soit quelqu'un de ma famille, mais au moins tu es là, merci. » Cela faisait du bien de savoir que, d'une certaine manière, j'avais pu aider quelqu'un avec quelques mots. Même si cela semblait peu, pour moi c'était important, et cela m'a fait me sentir vivante, comme si j'avais une utilité qui dépassait ma simple existence dans cette bulle de solitude. Les mois ont passé, et nos conversations sont devenues de plus en plus longues. On parlait de tout, des disputes à la maison, de l'école, des problèmes familiaux, même de choses que parfois je ne comprenais pas très bien, mais nous ne nous étions jamais vus en vrai. Tout restait dans un monde virtuel.
On s'était promis plusieurs fois de se rencontrer, mais entre les obligations, la routine et les excuses, cela ne se concrétisait jamais. Un jour, mon instinct m'a soufflé qu'il fallait prendre un risque. J'ai prévenu Rosa que je serais sur la place principale après les cours. Et comme une idiote, j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée de m'approcher pour rencontrer cette fille avec qui j'avais tant partagé en ligne. Quand je suis arrivé, je l'ai vue près de la fontaine assise sur un banc. Je l'ai saluée avec un sourire timide et j'ai dit « Salut Rosa, enfin on se rencontre, non ?» Mais la réaction qu'elle a eue n'était pas du tout celle que j'attendais. Elle m'a regardé fixement, avec une expression un peu perdue, et sur un ton sec, elle m'a répondu « Pardon, je crois que tu fais erreur. » Non, je ne suis pas Rosa, je m'appelle Laura. À l'intérieur de moi, tout s'est figé. J'ai senti que quelque chose clochait, que ce n'était pas elle, que peut-être quelqu'un d'autre s'était glissé dans ma vie, ou que tout cela n'était qu'une blague de très mauvais goût. Pourtant, je ne voulais pas être intrusive. Je me suis simplement excusé et je suis parti. Je suis retourné chez moi, mais cette image ne s'effaçait pas de ma tête. Cette même nuit, en me reconnectant et en regardant notre chat, j'ai vu qu'elle n'avait pas répondu à mon dernier message. Mais quelques heures plus tard, une série de messages a commencé à arriver, tous dans un ton d'excuses. Elle écrivait « Pardon, je ne voulais pas être impolie. Je suis Rosa. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En réalité, je ne suis pas celle que je prétends être. » Cela m'a complètement bouleversé. Pour commencer, cette Rosa avec qui j'avais discuté semblait si réelle, si vulnérable, et maintenant tout s'effondrait en un seul message. Qui était-elle vraiment? Quelle sorcellerie avait eu lieu pour que cette autre fille, qui maintenant disait ne pas être Rosa, corresponde pourtant à tout? J'ai compris que ce n'était pas un puzzle que je pouvais résoudre seul. Alors je me suis tourné vers mes parents, je leur ai montré les photos, les conversations, toute l'histoire. Ma mère a commencé à commenter mécaniquement. Tu sais, souvent ces personnes sur Internet ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Ça peut être des adultes, ou pire, des gens mal intentionnés qui cherchent à piéger les jeunes. Je ne voulais pas y croire entièrement, mais quelque chose en moi commençait déjà à me dire qu'il se passait quelque chose de très étrange. En vérifiant le profil, tout semblait normal. Photos, centre d'intérêt, même quelques amis en commun. Mais cet après-midi-là, dans le débarras de ma maison, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé. Un vieux journal, avec la photo d'une jeune fille qui semblait tout droit, sortie de l'histoire que Rosa m'avait racontée, avec ce sourire triste et ce regard désespéré. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que cette photo n'était pas si ancienne, et que l'article ne datait pas d'il y a si longtemps, mais du mois d'août de l'année précédente. Et il parlait d'un cas qui méritait toute notre attention. L'article racontait l'histoire d'une adolescente de 15 ans nommée Rosa, et qui avait été brutalement battue et assassinée par son beau-père. C'était une histoire déchirante. Le texte disait que la jeune fille était morte, sous les coups et les violences de cet homme, qui, ivre, avait décidé qu'il ne voulait plus d'elle dans sa vie. J'ai tapé cette information dans mon moteur de recherche et en quelques secondes, j'ai trouvé le reportage complet et des photos de la famille. La mère se couvrait le visage, pleurant de désespoir. Les frères de Rosa étaient inconsolables. Et le dossier indiquait clairement qu'elle était décédée depuis presque 1 an. Cette même nuit, ma mère m'a trouvé par terre, le visage pâle, les yeux en larmes, et elle m'a demandé ce qu'il se passait. Je ne savais pas quoi dire, alors je lui ai simplement montré le journal. Elle est restée silencieuse. Ce soir-là, nous nous sommes assis dans le salon et avons raconté ce que j'avais découvert. Mon père, d'abord incrédule, n'arrivait pas à comprendre comment une telle histoire pouvait encore se poursuivre, même si la victime n'était plus en vie. Ce qui nous a le plus bouleversés, c'est que, même après ce reportage, je continuais à parler avec cette soi-disant Rosa. La conversation dans le chat devenait de plus en plus étrange, de plus en plus inquiétante. Cette fille qui paraissait si fragile et vulnérable, en réalité, elle n'avait jamais existé au-delà de cet écran. La Rosa qui me saluait, qui partageait mes peurs, qui semblait être à mes côtés, était morte depuis des mois, peut-être plus d'1 an. Et pourtant, ces messages continuaient à résonner dans ma tête, comme un écho froid qui me glaçait de l'intérieur.
La conclusion fut que cette présence en ligne n'était peut-être pas vraiment Rosa, mais quelque chose de bien plus sombre. Un esprit piégé dans cette histoire d'horreur et de douleur inachevée. Elle était toujours là, peut-être sur cette ligne invisible qui relie le monde des vivants à celui des morts. Et pour une raison inconnue, elle voulait encore me parler. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais reçu de message de Rosaura. Mais d'une certaine manière, je savais que son esprit était resté coincé dans cet espace virtuel, et qu'elle était encore là, tout près, bien plus près que je n'aurais pu l'imaginer au départ. Tout a commencé le jour où j'ai décidé qu'il était temps de vendre le vieux lit de ma mère. Il lui causait des douleurs au dos, et je pensais qu'il était temps de lui trouver quelque chose de mieux. Une fois que j'ai pris quelques photos du lit, j'ai pensé à les publier sur Facebook Marketplace. Je n'utilise pas beaucoup ce réseau social, mais je savais qu'il avait évolué. On pouvait y trouver des rendez-vous, regarder des vidéos et, bien sûr, vendre des objets. Après avoir posté l'annonce, quelques jours ont passé et j'ai commencé à recevoir des questions sur le lit. Les gens voulaient savoir en quel matériau il était fait aussi. Je pouvais baisser un peu le prix. Mais parmi tous les commentaires, un en particulier a attiré mon attention. Un certain Carson T m'a écrit avec beaucoup d'assurance, disant qu'il voulait l'acheter immédiatement. Il m'a demandé où il pouvait venir le récupérer, alors je lui ai donné l'adresse de la maison. Je n'étais pas trop inquiet qu'il vienne, puisque mes frères et moi étions à la maison. Je pensais donc que tout était sous contrôle, et j'étais même content d'avoir trouvé un acheteur aussi rapidement. Cependant, après lui avoir envoyé l'adresse, au lieu de poursuivre la conversation, le type a soudainement disparu et n'a plus rien écrit. Super, un abruti sans rien à faire. Il n'a plus donné signe de vie et n'est jamais venu chercher le lit. J'ai donc oublié cette histoire, et au fil des jours, d'autres acheteurs ont manifesté de l'intérêt. En fait, j'ai vendu le lit à un couple très sympathique, qui le voulait pour leur chambre d'amis. Ils sont venus, ont payé et sont repartis avec. Mais ce n'est pas d'eux que je veux parler. C'est de ce Carson T, car depuis que je lui ai donné notre adresse, des choses étranges ont commencé à se produire. Une voiture étrange a commencé à se garer de l'autre côté de la rue, et elle restait là pendant des heures. J'étais sûr qu'elle n'appartenait à aucun de nos voisins, 2 personnes âgées qui ne faisaient jamais de bruit. Mais cette voiture restait parfois garée là pendant 5 heures, sans que personne n'en sorte ni n'y entre. Mes frères et moi avons pensé aller voir qui était à l'intérieur. Mais chaque fois que nous regardions, les vitres teintées nous empêchaient de voir le conducteur. C'était très étrange, mais avec le temps, nous avons remarqué un schéma. La voiture apparaissait uniquement quand notre mère était à la maison. Et là, les choses ont vraiment commencé à nous inquiéter. Peu après, ma mère a commencé à recevoir des messages de ce Carson T, des messages très étranges, dans lesquels il lui disait ce qu'elle avait porté ce jour-là, ce qu'elle avait fait dans la journée. Mais le plus glaçant, c'était qu'il lui demandait aussi ce qu'elle comptait faire le lendemain. Nous avons demandé à ma mère qui était cet homme et pourquoi elle l'avait comme ami sur Facebook. Elle a répondu qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle pensait l'avoir déjà croisé dans un magasin du coin, mais qu'elle n'en était pas certaine. Vous imaginez? Pendant qu'on discutait, quelque chose a fait bondir mon cœur et j'ai failli hurler. J'ai levé les yeux et j'ai vu une ombre étrange nous observer depuis la fenêtre. La fenêtre était presque fermée, mais il y avait un petit espace par lequel 2 yeux injectés de sang nous fixaient. Soudain, nous avons entendu quelqu'un essayer de faire tourner le verrou de la fenêtre, mais il était bien fermé, ce qui rendait la scène encore plus terrifiante, car cela voulait dire que quelqu'un essayait vraiment d'entrer. À ce moment-là, je suis sorti de la maison avec un couteau, pris dans la cuisine et j'ai couru vers la fenêtre où ceux trouvaient cette silhouette, pendant que ma mère appelait mes frères. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne, comme si cette personne s'était volatilisée. Je suis resté là, figé, déboussolé. Puis, en me retournant pour rentrer, quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. La porte principale de la maison s'est refermée violemment, et ensuite j'ai entendu un cri qui m'a glacé le sang. C'était ma mère. « Liam, aide-moi !» J'ai tout de suite compris que quelqu'un était entré dans la maison. J'ai couru autour de la maison pour savoir comment l'intrus était entré.
Cette personne avait dû monter sur le toit et passer par une autre ouverture, car j'étais juste à côté de la porte d'entrée, à la fenêtre avant. J'ai tenté de forcer la porte, mais elle était verrouillée. Alors j'ai commencé à la frapper, à la marteler de toutes mes forces. Mais c'était inutile. Les cris de ma mère se transformaient en hurlements de douleur, tandis que je continuais, de plus en plus désespéré, à essayer d'ouvrir la porte. Après plusieurs coups, un dernier assaut a fini par la briser. Mais en l'ouvrant, la réalité devant moi m'a figé. La maison était complètement plongée dans l'obscurité. Quelqu'un avait coupé l'électricité de l'intérieur. J'ai tout de suite compris que cette personne connaissait nos habitudes et chaque recoin de la maison. J'étais persuadé qu'il s'agissait de ce Carson T. Il avait sans doute mené l'enquête pendant des mois, observé les photos que ma mère postait sur Facebook et s'était familiarisé avec notre maison. La seule chose qui lui manquait, c'était l'adresse. Et c'est moi qui la lui avais donnée. Je me suis avancé dans l'obscurité, guidé par de faibles gémissements qui provenaient de la chambre de ma mère. L'endroit où se trouvait le lit. Les plaintes s'affaiblissaient peu à peu. Je devais agir vite avant qu'elles ne s'arrêtent complètement. Je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Mais quand je suis enfin arrivé à la chambre, quelque chose m'a bloqué le passage. C'était une personne, et elle était trempée. Mes yeux se sont habitués à la faible lumière, et en réalisant que c'était ma mère couverte de sang, le monde s'est effondré autour de moi. L'horreur s'est emparée de moi quand j'ai vu que sa gorge était ouverte, et que le sang continuait à couler. Mais elle ne bougeait plus. Je suis tombé au sol en larmes, désespéré, tenant le corps de ma mère dans mes bras, si bien que je n'ai presque pas remarqué ce qui se passait autour de moi. Mais soudain quelque chose a fait tilt dans ma tête. Si elle était dans cet état, et qui avait poussé les gémissements que j'avais entendus, la réponse est arrivée sous la forme d'un homme horrible, apparu de nulle part. Un monstre gigantesque, armé d'un grand couteau. Je me suis levé d'un bond et j'ai réussi à l'esquiver. Mais il m'a planté son couteau dans la jambe. La douleur était insupportable. Et quand j'ai regardé mon agresseur, j'ai compris immédiatement qu'il s'agissait de Carson. Il n'avait pas de photo sur Facebook, mais son regard de fou m'a suffi à le reconnaître. Alors, sans réfléchir, j'ai couru vers lui. Mais il m'a stoppé net avec sa main immense, me projetant contre le mur comme une poupée de chiffon. Carson s'est approché lentement, savourant chaque seconde de mon agonie. Et j'ai cru que c'était la fin pour moi. Mais soudain, j'ai entendu du bruit à la porte d'entrée. J'ai osé espérer que c'étaient mes frères, qui jouaient un match de foot dans la rue de derrière. Je leur ai crié « Les gars, courez, il y a un meurtrier ici !» Mon cri les a fait entrer précipitamment, et ça a été leur pire erreur. Carson a surgi de l'ombre et a poignardé mon petit frère dans le dos. Il s'est effondré au sol, sans vie. Mon grand frère a tenté de fuir, mais il n'a pas eu le temps de s'adapter à l'obscurité. Avant qu'il puisse atteindre l'interrupteur, Carson l'a attrapé et l'a projeté contre le mur, l'assommant. Je ne pouvais pas laisser ce fou continuer à massacrer ma famille. Alors, étourdi, perdant du sang, je me suis jeté sur Carson, et nous avons commencé à lutter au sol. C'est alors que mon frère, encore sonné, a vu ce qui se passait. Il a réussi à arracher le couteau des mains du tueur, et il l'a poignardé encore et encore, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Le cauchemar s'était enfin terminé. Mais la perte de notre mère et de notre petit frère nous a détruits. Plus tard, nous avons découvert que Carson avait harcelé ma mère sur Facebook, lui envoyant des messages terrifiants depuis plusieurs profils différents. Elle avait choisi de garder le silence, peut-être pour ne pas nous inquiéter. Mais voilà le résultat. Depuis ce jour, je n'ai plus le droit d'accepter des inconnus sur les réseaux sociaux. Et mes deux frères qui m'aident à présent suivent la même règle. Il faut savoir que n'importe quelle personne étrange rencontrée en ligne peut finir par devenir votre assassin. Je m'appelle Marcella et j'ai 23 ans. Mais au moment où les faits que je vais raconter ont eu lieu, j'en avais 19. J'habite dans un petit village de Virginie, à environ 40 minutes d'une ville plus grande. Ici, les zones sont encore très rurales, très peu peuplées. À l'époque, j'étais inscrite dans un community college. J'y étudiais pour obtenir mon diplôme d'infirmière. Ma dernière relation amoureuse s'était terminée depuis un peu plus d'1 an. Alors, comme beaucoup de femmes célibataires de mon âge, j'ai commencé à utiliser des applications de rencontres pour faire
connaissance avec de nouvelles personnes. J'étais un peu hésitante à l'idée de m'y mettre, car je n'avais jamais utilisé ce genre d'application auparavant. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas une fille qui sortait beaucoup, et il n'y avait aucun garçon dans mon village qui m'intéressait encore. Tinder semblait donc être une bonne option pour moi. Je dois dire qu'au début, je n'ai pas eu beaucoup de chance. En fait, c'était même plutôt catastrophique. Le premier mois, je n'ai reçu que des propositions pour des aventures d'un soir ou des messages très glauques de type qui demandaient des choses horribles. Il y avait aussi ceux qui commençaient doucement, mais dont les intentions devenaient rapidement claires. Ils voulaient juste me mettre dans leur lit. J'étais vraiment déçu. Et à un moment, je me suis dit que je devais baisser mes attentes ou chercher ailleurs. C'est alors que j'ai décidé de donner une chance à l'un des gars les moins pervers que j'avais rencontrés là-bas. Il n'était pas particulièrement beau ni impressionnant, mais il semblait sincère. En plus, on avait discuté pendant quelques jours, et il était resté respectueux du début à la fin. Il ne m'avait pas fait de sous-entendus bizarres. Je me suis dit, pourquoi pas? Après encore quelques jours de conversation, il m'a proposé qu'on se rencontre ce vendredi dans un joli café de la ville. Et j'ai accepté. Je suis arrivé un peu en retard, car le trafic ce jour-là était particulièrement dense. Mais dès que je suis entré, je l'ai reconnu, assis au fond à l'une des tables. En vrai, il était bien plus attirant que sur ses photos. Grand, les cheveux foncés, un peu de barbe. Il portait aussi des lunettes, chose qu'il ne montrait pas sur son profil. Globalement, il avait quelque chose de charmant. Ma première impression fut donc plutôt bonne. En m'approchant, il s'est levé, m'a salué avec un baiser sur la joue et a tiré la chaise pour moi comme un vrai gentleman. Nous avons commencé à discuter et sincèrement, je l'ai trouvé sympa. Il m'a dit qu'il avait un travail, qu'il venait d'une bonne famille et qu'il avait fini ses études. Je lui ai parlé de mes études en soins infirmiers et du petit boulot que j'avais dans un café du village, pour financer mes dépenses. On s'est tout de suite bien entendu. On était compatibles. Il était compréhensif, bavard, très intelligent, tout ce que je recherchais chez un gars. Le rendez-vous s'est super bien passé et j'ai vraiment passé un bon moment. Finalement, on a continué à parler dans sa voiture pendant plusieurs heures. Il m'a montré des coins sympas de la ville et on a continué à discuter de nos vies. Mais au bout d'une dizaine de minutes, il m'a demandé « Tu crois aux conspirations ?» Et à partir de là, il s'est mis à parler de toutes sortes de théories complotistes, argumentant chacune d'elles. C'était comme si, tout à coup, il s'était transformé en véritable théoricien du complot. Il a commencé à parler du gouvernement qui nous écoute, de l'espionnage via nos appareils électroniques. J'ai plaisanté en disant quelque chose comme « D'accord, Alex Jones ». Mais il n'a pas du tout aimé cette blague. Il s'est figé, silencieux. L'ambiance est devenue tendue pendant quelques minutes. Puis il a repris la parole et s'est remis à parler du gouvernement, des extraterrestres, de la Terre plate et tout ce qui va avec. Je ne vais pas mentir, c'était un peu intéressant. Certaines choses qu'il disait semblaient même crédibles, mais d'autres étaient tout simplement absurdes. Il pouvait te mener du point A au point B sans problème. Mais soudain, il sautait du point B au point X sans aucune logique. Il n'y avait aucune cohérence dans ses déductions. Pourtant, quand on a quitté ce sujet, tout est revenu à la normale, du moins en apparence. On a ensuite commencé à parler de nos relations passées, de nos ruptures, de nos attentes dans une relation, de choses plus intimes. Nous nous étions vraiment rapprochés ce jour-là, et j'ai ressenti un lien étrange avec lui. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'avais le sentiment que quelque chose de bon pouvait naître de cette rencontre. Nous avions eu 2 ou 3 rendez-vous avant que je ne commence à me renseigner sur lui dans le village. Je n'aime pas vraiment les potins, mais quand je fréquente quelqu'un, je veux en savoir le plus possible sur cette personne. La plupart des gens à qui j'ai posé des questions m'ont dit qu'ils ne le connaissaient pas et qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cet homme, ce qui était un peu étrange car, comme je l'ai dit, c'est un petit village et presque tout le monde se connaît. Pourtant, les très rares personnes qui avaient entendu parler de lui avaient des histoires vraiment bizarres à raconter. L'un d'eux m'a dit qu'il lui avait loué un appartement au-dessus d'un salon de coiffure et qu'un jour, il s'était mis dans une rage folle.
piétinant le sol avec une force incroyable. Mais ce n'était pas comme s'il s'en prenait à quelqu'un, non. Il semblait se disputer avec lui-même, essayant de se convaincre de faire quelque chose. D'après ce garçon qui m'a raconté cette anecdote, à chaque fois qu'il frappait le sol, il criait « Tue-les, tue-les, tue-les tous ». Tue-les. Honnêtement, cette histoire me semblait un peu ridicule, vraiment difficile à croire. Je me suis donc convaincu que ça ne pouvait pas être le même homme. Oui, il était un peu étrange, surtout avec toutes ces théories du complot. Mais il semblait, en dehors de ça, être un être humain normal. Je gardais quand même cela à l'esprit pendant nos 2 ou 3 rendez-vous suivants. J'essayais d'imaginer s'il aurait été capable de ce genre de choses, de perdre le contrôle à ce point. Et je ne le voyais pas du tout comme ça. Pas à ce moment-là, mais j'avais complètement tort. C'était un vendredi soir. Après avoir terminé tous mes devoirs de la semaine, mon téléphone a sonné. J'ai regardé, et c'était lui. Il m'avait envoyé un message disant qu'il voulait que je vienne chez lui. Sincèrement, ce jour-là, je n'avais pas du tout envie de sortir. J'étais trop fatigué après toute la charge de travail que j'avais eue, et je voulais juste être seul ce soir-là. J'ai posé mon téléphone et je suis allé prendre une douche. Quand je suis sorti, j'avais 53 appels manqués. En voyant cela, j'ai paniqué. J'ai pensé que ma mère était morte ou qu'il s'était passé quelque chose de terrible. J'ai regardé les notifications et elles venaient toutes du même numéro, le sien. J'ai lu ses messages et il m'avait envoyé encore et encore la même phrase, en majuscule. « J'ai besoin de ton aide maintenant. » Je dois vous avouer que je ne savais pas quoi faire. Je l'ai appelé et il a décroché immédiatement. Il semblait très effrayé, paniqué. J'ai fini par lui demander ce qu'il se passait. Et il m'a dit qu'il pensait que quelqu'un était entré chez lui, mais qu'il n'arrivait pas à trouver cette personne. J'imagine qu'il était seul chez lui, et que cela durait depuis une 30aine de minutes, puisqu'il avait commencé à m'appeler comme un fou. Je lui ai dit que si personne n'était visible dans la maison, alors il n'y avait probablement personne. C'était l'explication la plus évidente. Mais il ne voulait rien entendre. Il était convaincu que quelqu'un se cachait dans sa maison. Richard m'a dit qu'il avait entendu une porte s'ouvrir de l'autre côté de la maison, et que quand il avait couru voir, elle était grande ouverte. Il en avait déduit que la personne qui l'avait ouverte était encore là, cachée dans la maison, attendant qu'il se détende pour pouvoir l'attaquer et le tuer. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si les histoires qu'on m'avait racontées à son sujet n'étaient pas vraies. Après tout, parce qu'il ne semblait vraiment pas dans un état mental stable. Il me paraissait complètement paranoïaque. Puis il m'a dit que l'intrus avait brisé sa porte. Franchement, tout ce qu'il disait semblait irréel, comme quand il parlait de ses théories conspirationnistes insensées. Mais il est vraiment cinglé, ai-je murmuré pour moi-même. Je suis resté plusieurs minutes au téléphone avec lui. Il me suppliait de venir l'aider. Mais je ne pouvais rien faire, je n'avais pas d'armes, et j'étais juste une fille. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi, dans une situation pareille? Dans un cas comme celui qu'il décrivait, on appelle la police. Pas une fille de 19 ans, étudiante en soins infirmiers, avec qui on sort depuis peu. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce type. Car pour être honnête, son comportement commençait vraiment à me faire peur. Je l'ai bloqué de partout. Et je n'espérais qu'une seule chose, qu'il disparaisse de ma vie pour de bon. Après ça, j'ai essayé de me concentrer sur des choses plus joyeuses que les délires paranoïaques d'un possible fou. Je me suis dit que j'allais regarder mon film préféré, La Reine des Neiges, en mangeant de la glace et des chips pour passer la soirée. Mais pour ça, je devais aller au magasin acheter tout ce dont j'avais besoin. Avant que je parte, ma mère m'a demandé de lui ramener des cigarettes et je lui ai dit que c'était bon. Par coïncidence, le magasin où j'allais se trouvait près de la maison de Richard et je me suis dit que je passerais par là pour jeter un coup d'œil. Bien sûr, je ne voulais pas entrer ni le voir, encore moins qu'il me voie. Je voulais juste vérifier de mes propres yeux que tout ce drame n'était que le fruit de son imagination. L'idée, c'était simplement de passer devant sa maison et de voir si tout semblait normal. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas qu'il remarque ma présence. Mais je dois admettre que l'idée d'être à proximité de lui me mettait un peu mal à l'aise. Il y avait beaucoup de circulation ce soir-là, alors
Il m'a fallu quelques minutes de plus pour arriver dans sa rue. Mais quand je suis passé devant chez lui, j'ai vu plusieurs voitures de police garées un peu partout. Et à ce moment-là, mon cœur a bondi. J'ai commencé à me sentir affreusement coupable. Soudainement, j'ai pensé qu'il y avait vraiment eu une effraction chez lui, qu'on avait tenté de l'attaquer, et que moi, je l'avais ignoré, pensant qu'il était fou. Avec cette pensée dans la tête, je me suis arrêté sur le bas-côté, j'ai descendu de voiture et j'ai marché vers sa maison. Je me suis approché d'un des policiers et je lui ai demandé ce qui se passait. La réponse qu'il m'a donnée m'a glacé. Le policier m'a dit que l'homme qui vivait là avait pris sa propre mère en otage et la tenait en joue avec une arme à feu. Je suis resté sans voix. J'étais préparé à entendre que quelqu'un avait fait irruption chez lui et l'avait agressé. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que l'agresseur, c'était lui. Après cela, j'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai claqué la porte et je suis parti aussi vite que j'ai pu. Jamais de ma vie je n'ai eu aussi peur. Cette nuit-là et depuis, je n'ai cessé de me demander ce qui aurait pu se passer si j'étais allé chez lui quand il me l'avait demandé. Heureusement, personne n'a été gravement blessé lors de cet incident tragique et la police a réussi à l'arrêter. Quelques mois plus tard, après un procès de 3 jours, il a été condamné et se trouve maintenant dans une prison fédérale. Sans aucun doute, cela a été l'expérience la plus terrifiante de toute ma vie.